Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. L'Union européenne veut-elle espionner ses citoyens pour mieux les contrôler et comment décrédibiliser l'opposition? Avant de répondre à ces deux questions, je voulais remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne, qui lèvent les petits pouces, qui m'écrivent de gentils messages et qui diffusent sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à réagir à ma vidéo d'hier. Et vous avez tous envie de lutter contre le boycott de Twitter. Et il y a même eu un hashtag qui est apparu, Rudy embrasse mon derrière. Alors sachez de suite que c'est mon deuxième titre. Comment décrédibiliser l'opposition? En effet, lorsqu'on tombe dans ce type de hashtag, cours d'école, vulgaire, à connotation sexuelle, on se décrédibilise. On a l'impression même que c'est peut-être l'objectif qui est recherché, nous faire passer pour des gens assez peu sérieux. J'en veux pour preuve ce qu'a dit Elisabeth Lévy sur le plateau de Sud Radio. En effet, elle reprenait les éléments dont je vous ai parlé hier du professeur Delfrécy, à savoir que le pchout de Pfizer ne protégeait pas de la transmission. Eh bien, on s'attendait de la part d'Elisabeth Lévy une charge féroce contre Olivier Véran, contre Emmanuel Macron, contre Castex. Que nenni. Jean-François Delfrécy, c'est un homme bien qui voulait protéger son pays. Le gouvernement, ils ont eu tort parce qu'ils avaient un optimisme scientifique un petit peu trop béat. Et elle partage cet optimisme scientifique. Elle concède seulement qu'ils auraient dû arrêter le pass sanitaire lorsqu'ils avaient su que le pchout de Pfizer ne protégeait pas de la transmission. Et elle attaque ceux qui ont eu raison parce que c'était des complotistes qui pensaient qu'en se faisant pchouter par Pfizer, on avait la 5G et qu'on pensait en soutenant Pfizer et le vaccin qu'on allait les enrichir. Est-ce que vous commencez à comprendre là où je veux en venir? C'est-à-dire qu'elle ne cite jamais les gens qui ont eu raison. C'était forcément des complotistes. Ah, on met de suite le carton rouge, pas d'amalgame. On va lui prescrire en effet 2 gélules par jour de pas d'amalgame, au moins pendant 2 semaines, juste avant ses apéros du matin. Alors, on va revenir sur cette notion de théorie du complot. Les théories du complot sont utilisées par la CIA et par tous les services de renseignement du monde pour décrédibiliser son adversaire. Vous donnez une fausse information, votre adversaire va la réutiliser et puis après vous le ridiculisez. Ou alors vous faites en sorte de laisser quelques oiseaux raconter n'importe quoi, vous diffusez ces informations et lorsqu'elles sont proches de gens extrêmement sérieux qui parfois diffusent ces informations par amitié ou pour autre chose et ils se retrouvent à leur tour décrédibilisés. Nous sommes dans une guerre de l'image. C'est un des moyens, la théorie du complot, pour détruire l'adversaire. Et lorsque certains, donc, utilisent ces arguments de cours d'école, eh bien, ils détournent l'attention du vrai hashtag Rudy rend l'argent et décrédibilisent, en fin de compte, le mouvement pour la liberté. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Avant de parler de ce sujet, je vais revenir donc au sujet de la vaccination et notamment de la réponse du professeur Lascola. On le savait déjà au milieu de l'été 2021. On se demande pourquoi le pass vaccinal a été fait et pourquoi les soignants n'ont pas été réintégrés. Et qui a expliqué à la télévision que le vaccin ne protégeait pas la transmission? Mais c'était Antonio Fauci. Oui, c'était le monsieur santé américain Anthony Fauci qui avait déclaré cela à la télévision et cette information avait été reprise sur tous les réseaux sociaux. Certains hommes politiques avaient questionné le gouvernement, je pense à Florian Philippot par exemple. Il y avait eu des manifestations en expliquant cela, en tout cas on avait tenté d'expliquer cette information en français, mais nous avions été décrédibilisés comme je vous l'ai dit précédemment. Mais comment auraient-ils pu changer d'avis alors qu'ils avaient donné beaucoup d'argent à McKinsey pour vous tordre le bras, mettre des confinements pour vous obliger à aller à la picouse? Comment aurait-il pu changer d'avis alors qu'il mentait depuis 1 an et demi? Comment aurait-il pu changer d'avis alors que Ursula von der Leyen avait signé des contrats pour des milliards d'euros? Non, ce n'était pas possible. Et Elisabeth Lévy nous explique
l'optimisme scientifique. Mais quelle honte! Et lorsqu'on regarde de plus près les contrats, alors ça c'est une photocopie du contrat, je vous mets la traduction, les choses sont encore plus claires. L'acquéreur reconnaît que le vaccin et les matériels liés au vaccin, ainsi que leurs composants et matériels constitutifs, sont en cours de développement rapide. En raison des circonstances d'urgence de la pandémie de Covid-19 et continueront d'être étudiés après la fourniture du vaccin à l'acquéreur en vertu du présent accord. Autrement dit, c'est un produit expérimental dont Pfizer ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'on aurait aimé qu'Elisabeth Lévy nous rapporte. L'acheteur reconnaît en outre que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Produit expérimental que l'on balance dans des populations générales dans le monde entier avec ce genre de phrase. Et c'était nous, paraît-il, les complotistes de la 5G. Non, le véritable complot, eh bien, il est simple. C'est Pfizer, c'est Emmanuel Macron, c'est Ursula von der Leyen. Ils ont menti aux Français de A jusqu'à Z. Et pour quelle raison ? Lorsqu'Elisabeth Lévy explique qu'il y a une théorie du complot pour enrichir Pfizer, il faut savoir que dans ce genre de contrat, il y a souvent des rétrocommissions, des dessous de table. Qui a touché quoi ? On aimerait une commission d'enquête pour nous l'expliquer. En outre, dans la mesure où cela est applicable, l'acheteur reconnaît que le produit ne sera pas sérialisé. Est-ce qu'Elisabeth Lévy a toujours de l'optimisme dans la science à la lecture de ce contrat Pfizer ? Et puis elle a oublié d'évoquer les effets secondaires, on va lui rafraîchir la mémoire. Victime officiellement reconnue d'effets indésirables suite à la vaccination contre le Pchout, Héloïse témoigne « Ma maladie est une mort lente, j'ai fait une demande préalable d'euthanasie ». Combien de jeunes ont eu leur vie brisée suite au confinement ? Combien de jeunes et de moins jeunes ont eu des effets indésirables qu'ils ont cachés pour beaucoup d'entre eux ou qui se retrouvent dans une situation aujourd'hui difficile. Peut-être qu'Elisabeth Lévy pourra les consoler en leur expliquant qu'il faut être optimiste dans la science. Allez, on va changer de sujet, on va rejoindre Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez hier du sondage que je vous avais montré, la visite d'Emmanuel Macron en Israël est-elle un succès ? Hier, nous étions à 62, c'est monté à 64%. Et plus cela montait, eh bien, le Figaro a vite effacé dans une certaine mesure ce sondage. Il a disparu de la une. Et la presse nationale ou internationale est d'accord avec la consultation du Figaro. C'est un véritable échec de communication pour le président de la République. Pour faire court, il y a un mot qui revient. Emmanuel Macron a été ridicule. Proposer une coalition contre le Hamas sans l'avoir au préalable négocié ou concerté avec les pays qui sont concernés est quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Quant à la presse israélienne, elle est encore plus claire. Guerre Israël-Hamas, la visite d'Emmanuel Macron ne fait pas les grands titres de la presse israélienne. Soyons même plus clairs, il n'apparaît pas. Vous avez Elisabeth Borne qui est encore dans la une du Time of Israel, mais pas Emmanuel Macron. Une véritable bérésina. Et puis vous vous en souvenez peut-être qu'on s'était demandé d'où venait cette idée très saugrenue donc de coalition. Eh bien, selon le journal Le Monde, l'idée de coalition internationale anti-Hamas, inspirée de celle contre Daesh, a été élaborée notamment par le conseiller politico-militaire du président de la République, Xavier Châtel, et qu'elle a surpris le Quai d'Orsay, ce qui ne me surprend pas. Idée mornée à ne plus rééditer. Hier, nous nous étions moqués du président de la République. Nous avions évoqué la possibilité qu'il était dans un état second. Il avait peut-être fait une indigestion de crêpes bretonnes. Vous savez, il y a beaucoup de farine dans les crêpes bretonnes. On avait même évoqué le syndrome Ségolène Royal. Et là, Le Monde, comme tout le monde s'était moqué du président de la République, a expliqué que c'était son conseiller Xavier Châtel. Quand on connaît le fonctionnement d'Emmanuel Macron, on peut douter. Est-ce que Emmanuel Macron ne s'est pas défaussé, encore une fois, sur un de ses conseillers ? On se souvient, par exemple, que lorsque
qu'il y avait eu une proposition de diminuer de 5 € les APL, Emmanuel Macron s'était défaussé sur un conseiller. Ceux qui avaient assisté à la réunion avaient tous dit que c'était Emmanuel Macron qui avait eu l'idée. Emmanuel Macron n'assume jamais ses actes. Comme il a raté cette communication, il essaie de se rattraper avec celle-là. La France envoie le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre pour soutenir les civils de Gaza. En effet, ce porte-hélicoptère amphibie a appareillé cet après-midi de Toulon pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Son hôpital est de 700 mètres carrés, il peut accueillir 69 lits, mais peut s'agrandir et compte 2 blocs opératoires. Dans la presse, on salue cette initiative du chef de l'État, c'est toujours la réaction pavlovienne des journalistes. La seule chose, c'est que c'est une bonne idée de vouloir soulager la souffrance des hôpitaux de Gaza, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que ce n'est pas encore un gadget de communication comme Emmanuel Macron a l'habitude d'en créer? Car lorsqu'on interroge les spécialistes, même les plus macronistes des macronistes, ils ne savent pas trop quoi répondre. Pour utiliser ce porte-hélicoptère, il faudra forcément un contact avec des forces sur Terre et notamment avec des personnes présentes dans Gaza, nous dit le Goyafi. On sent comme de la gêne dans la voix du colonel Goya. Il suggère dans une certaine mesure que c'est encore une pitrerie d'Emmanuel Macron. Parce que cela signifierait qu'Emmanuel Macron a des contacts à Gaza, c'est-à-dire le Hamas, le Qatar, les autorités israéliennes. Personne n'arrive à croire que cela est possible. Ce n'est, encore une fois, qu'un gadget de communication qui a été décidé à la va-vite sur le coin d'une table pour effacer l'erreur de la coalition anti-Hamas. Mais il y a un signe qui ne trompe pas. Lorsqu'on regarde cette information sur les journaux, Le Monde ou Le Figaro, elle a déjà disparu. À peine annoncée par Emmanuel Macron, elle disparaît des écrans. Alors vous avez Emmanuel Macron qui fait le pitre à l'international et puis il y a certaines personnes qui ont une vraie résonance. Je pense à la reine Rania de Jordanie qui dénonce les 2 poids 2 mesures des pays occidentaux et elle plaide pour la création d'un État palestinien libre, souverain et indépendant pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Cet appel de la reine Rania de Jordanie a eu un grand écho dans le monde, non seulement parce que c'est une très belle femme, mais également parce que c'est dans le sillage du travail diplomatique du président russe Vladimir Poutine, de son homologue chinois, de la Ligue arabe et des résolutions de l'ONU. Vous me ferez remarquer qu'en France, nous avions également un atout charme, un atout de rayonnement qui aurait pu également lancer cet appel mondial. Fin de la blague. Nous allons maintenant changer de sujet. Société de surveillance. Pourquoi la Commission européenne veut analyser nos messages WhatsApp? Pour taire toute forme de critique, pour cacher les leurs, parce qu'on se rappelle quand même les SMS d'Ursula von der Leyen échangés avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Où sont-ils, eux? C'est-à-dire qu'ils exigent de nous davantage de transparence, mais eux, ils se mettent bien à l'abri des règles qu'ils sont en train d'édicter. Et je voudrais revenir un petit peu en arrière. Lorsque la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, quelles ont été les premières décisions d'Emmanuel Macron et de la Commission européenne? Censurer les médias russes, sous prétexte de lutter contre la propagande et les fake news. Mais ils n'avaient pas peur de la propagande et des fake news, parce que justement, c'est de la propagande et de la fake news. Non, ce qu'ils craignaient, c'était de véritables informations, c'est-à-dire des articles qui mettaient en cause leur narratif. Par exemple, que l'armée ukrainienne bombardait les civils du Donbass. Cela faisait évidemment un petit peu tâche dans leur croisade manichéenne. Oui, il y a une guerre de l'information, il y a une guerre de l'image, et l'Union européenne tremble que la vérité passe par les réseaux sociaux, passe par Elon Musk, passe par WhatsApp. Et cela devient véritablement inquiétant, comme nous le rapporte Béatrice Rosen. Ce pouvoir est dans une dérive autoritaire inédite pour notre pays. Il continue dans la volonté de surveillance des populations et de leurs échanges, maintenant téléphoniques. Après la fragilisation du secret des sources des journalistes, après la volonté de censurer les réseaux sociaux au-delà du cadre de la loi française sur la liberté d'expression,
dont la censure politique d'infos vraies et non délictuelles. Voilà qui veulent s'immiscer dans nos conversations privées avec les messageries WhatsApp. Mais qu'on ne se trompe pas, dans un pays de droit, le juge peut ordonner en effet qu'on surveille votre téléphone lorsque vous avez commis un délit. Ça, c'est la loi. Non, là, ils veulent surveiller tout le monde sous prétexte de lutter contre la pédocriminalité. Et Béatrice Rosen continue avec ma phrase favorite, de qui se moque-t-on? C'est donc une hypocrisie immense et un prétexte de plus pour un contrôle de masse qui, à mon avis, servira à surveiller les dissidents qu'à lutter contre quoi que ce soit pour nos enfants. Toutes les lois qu'ils passent récemment sur ces prétextes de protection sont critiquées pour leur inefficacité et ne servent qu'à surveiller l'entièreté de la population. Mais expulser 4000 radicalisés, impossible bien sûr. Là, pas de loi possible depuis 6 ans. Cette folie législative ne sert qu'à leur donner de plus en plus de pouvoir de surveillance, généralisée jusque dans nos conversations intimes, mais pas à protéger la société qui est de plus en plus violente et dans l'insécurité. C'est ce que je vous expliquais hier. Comme ils ne veulent pas vous protéger, ils essaient de vous contrôler pour vous empêcher de vous révolter. À partir du moment où ils ont accès via WhatsApp à votre vie privée, ils en connaîtront les faiblesses, que dis-je, les vices qu'ils pourront retourner, voire exploiter contre vous. Mais ils connaîtront également vos amitiés, vos réseaux, votre façon de penser. Et ils pourront donc organiser des réponses ciblées. Et devant vos yeux émerveillés, ravis, que dis-je, extatiques, vous voyez renaître de ses cendres l'URSS de Bruxelles, de Pustula et de Thierry Breton. Au revoir la démocratie, bienvenue au meilleur des mondes, celui de 1984. L'avenir paraît si sombre. Est-ce que, malgré tout, il y a des motifs d'espoir? Eh bien, cette nuit, une excellente nouvelle est tombée. Mike Johnson est officiellement le 56e président de la Chambre des représentants des États-Unis. Voilà, les républicains ont leur fameux speaker après des semaines de bataille. Et c'est un Trumpiste pur et dur, et il est craint par les démocrates et les faux républicains. Très bonne nouvelle. Et pendant ce temps-là, Joe Biden s'effondre sous les scandales. Le FBI a reçu des informations criminelles de plus de 40 sources confidentielles sur John Biden et Hunter, titre hier Fox News. Grassley allègue que le FBI et les organisations judiciaires ont cherché à mettre fin aux enquêtes sur Biden. Il y a bien une collusion entre Biden et le FBI. C'est en effet un scandale énorme. Nous en parlons sur cette chaîne depuis des longs mois, mais les documents arrivent les uns après les autres. D'où vient l'argent de Joe Biden? Pourquoi est-il si riche? Se posent comme question les journalistes américains. Comment peut-il, par exemple, acheter 3 millions de dollars sa maison au bord de la mer alors qu'il n'a aucune fortune personnelle? Les preuves arrivent les unes après les autres et Joe Biden se trouve dans une situation très difficile. On va revenir également sur des motifs d'espoir. Joe Biden avait une ligne extrêmement dure vis-à-vis des Palestiniens. Il est en train de faire marche arrière parce que l'opinion américaine est très favorable à la cause palestinienne en ce moment. Et voilà ce que Biden a pu dire hier soir. Le président US Joe Biden a appelé à ce que les attaques de Palestiniens par des colons israéliens en Cisjordanie cessent maintenant. Cela jette de l'huile sur le feu. Ils attaquent les Palestiniens dans des endroits qui leur reviennent de droit. Cela doit cesser maintenant. C'est un revirement total de Joe Biden. C'est peut-être dû au fait que les États-Unis se sont retrouvés, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, complètement isolés à l'ONU. Et Joe Biden a eu des conversations avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, et ils ont convenu de reprendre les négociations menées sous les auspices des États-Unis, les fameux accords d'Abraham, pour normaliser les relations entre Israël et l'Arabie saoudite avant le déclenchement de la guerre de Gaza, a déclaré la Maison-Blanche après un entretien des deux dirigeants mardi. Ils ont réaffirmé également la création d'un État palestinien. Et dans la presse israélienne, on arrive à trouver ce genre d'article, rare éloge d'Israël sur les efforts diplomatiques cruciaux du Qatar dans la guerre Israël-Hamas. Manifestement, les efforts diplomatiques sont en train de marquer quelques points. Même si les Américains n'arrivent pas encore à voter les résolutions de la Russie sur un cessez-le-feu,
On approche petit à petit d'une solution, j'ai envie de dire, un peu plus rationnelle. On susurre d'ailleurs que Benjamin Netanyahou ne serait pas favorable à une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Elle serait trop coûteuse en hommes pour Tsahal, elle serait incertaine sur le plan militaire et ce serait certainement une catastrophe diplomatique. Il essaie de gagner du temps pour convaincre une partie de la population israélienne que ce serait une folie. Allez, on va terminer ce journal par une note d'humour. Donc demain, il va falloir tweeter et nous avons le compte parodique Maxi Bernard. Je vois beaucoup de tweets de personnalités politiques et du monde du spectacle qui annoncent qu'ils vont faire le No Twitter Day en soutien à la science. J'aimerais souligner que beaucoup d'anonymes sont là aussi pour soutenir cette mesure. Bon, Maxi Bernard est là pour nous amuser et il nous présente Francis Palombi qui est prêt à soutenir le Twitter Day de sa chambre de réanimation. Et en dessous, comme 90% des Français, de nombreuses personnalités politiques internationales dont Joe Biden et Zelensky ont répondu à l'appel de Julien Pain. Voilà, un peu de dérision. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.